Jérôme Powell va s'installer derrière son pupitre aujourd'hui, prendre son ton le plus neutre et annoncer une pause. Une pause et annoncer qu'il va ne rien faire. Pas de feu d'artifice, pas de choc de taux, juste une espèce de respiration profonde de plus dans cette espèce de saga monétaire interminable. Mais attention, attention, parce que cette fois, le silence pourrait résonner comme une espèce de coup de tonnerre. Oui, parce qu'en surface, tout a l'air plutôt calme. Les marchés jouent aux alpinistes dopés à la dopamine du FOMO. Ils gravissent des sommets qui n'ont plus grand-chose à voir avec la réalité économique et fondamentale. Mais dans les coulisses de la Fed, eh bien, ça commence à grincer. Il y a un peu de complotisme, ça se tend un petit peu et ça sent pas vraiment l'unité globale. Pourquoi? Eh bien, parce que le trône de Powell commence à se libérer. On sait que l'année prochaine, ça va changer. Et devinez quoi? Eh bien, il y a déjà des candidats qui se poussent des coudes pour piquer la couronne. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 juillet 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Oui, on sait déjà tous ce que Powell va nous dire, on ne touche à rien, mais on reste vigilant, très très vigilant. Traduction, ils vont scruter l'inflation à la loupe, ils attendent le moindre faux pas des chiffres pour agir, ni trop tôt, ni trop tard, enfin, ils espèrent. D'un côté, vous avez Trump qui pousse bien sûr comme un forcené pour faire baisser les taux, histoire d'enflammer Wall Street, et aussi d'imprimer une dernière ligne positive sur son CV présidentiel. Et de l'autre, vous avez toujours l'éternel Powell qui hésite. Il sait que baisser trop tôt, c'est risquer de rallumer l'incendie inflationniste qu'il essaie d'éteindre depuis 3 ans à coup de hausse des taux. Donc c'est deux visions, deux styles, deux ambiances, et il y en a un seul qui aura raison à la fin, ou en tout cas un qui aura plus le pouvoir que l'autre à la fin. Mais en attendant, l'inflation, elle est toujours là, tapis dans l'ombre. Avec le pétrole qui reprend 4 $ en 2 jours, on peut déjà dire adieu à la fameuse baisse des taux surprise. En tout cas, pas ce soir, pas maintenant. Mais aujourd'hui, la vraie bombe à retardement, elle est interne. Le consensus au sein de la Fed, longtemps présenté comme une espèce de roc inébranlable, il commence à se fissurer. Et pas à cause des divergences économiques, du tout, ça n'a rien à voir, à cause simplement d'ambition personnelle. Il y a deux noms qui sortent du bois aujourd'hui, c'est Christopher Waller et Michelle Bowman. Jusqu'à il y a 3 semaines, personne ne savait vraiment qui c'était, on en a déjà entendu parler, mais bon, pas monstre star non plus. Aujourd'hui, ils pourraient voter contre le statu quo, pas par conviction économique, mais pour se faire remarquer. L'objectif, c'est prendre la place de Powell en mai prochain, quand il partira officiellement pêcher la truite. Et pour séduire celui qui va nommer le prochain boss de la Fed, eh bien, il faut envoyer des signaux. C'est assez logique. Hey Donald, regarde-moi, je suis là, je suis d'accord avec toi, je veux des taux plus bas, moi aussi je veux des taux plus bas, moi aussi je veux faire péter le Nasdaq à la hausse. Voilà pourquoi ce soir, même si la Fed ne fait rien, on écoutera tout hyper attentivement, chaque mot, chaque respiration, chaque soupir de Powell. Parce qu'en 2025, ne rien faire, c'est déjà tout un message. La bonne nouvelle, c'est que les marchés, eux, pour l'instant, ils se foutent pas mal des problèmes de la Fed, des problèmes internes de la Fed, et ils sont pas tombés dans le panneau. Cette espèce de pseudo-dissidence n'a trompé personne pour le moment. On a tous compris que ce n'est ni un virage de riche, ni un changement stratégique réfléchi, c'est juste du théâtre de couloir pour placer un CV au top de la pile dans le bureau ovale. Alors pour l'instant, bien les marchés, eux, ils restent quand même globalement calmes. Les taux ne devraient pas bouger ce mois. Tout le monde regarde vers septembre et se demande est-ce qu'on aura enfin notre baisse des taux pour sauver le monde au début de l'automne. En gros, on attend ce soir pour voir si ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est du pipeau ou si c'est vraiment réel. Par contre, si on regarde ailleurs, l'Europe a digéré le deal commercial USA-Europe en faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Oui, évidemment, c'est encore une victoire de Trump sur le papier. Oui, on ne sait toujours pas si le deal sera réellement signé ou s'il y aura une saison 2 au tarif douanier. Mais franchement, vu comment c'était chiant la première saison, personne n'a très envie de regarder la suite. Hier soir, le S&P 500 a flirté avec un nouveau sommet avant de changer de direction, changer d'avis et de terminer enfin en baisse.
Bon, rien de méchant, hein, 0,3% de baisse sur le S&P, 0,38% de baisse sur le Nasdaq, et le Dow Jones, lui, qui perd 0,43%, qui était surtout plombé par deux titres, Boeing et de l'autre côté United Healthcare. Boeing, on en reparlera tout à l'heure. United Healthcare, évidemment, ils ont encore sorti des chiffres tout pourris, c'est un grand classique. Mais ce qu'on ressent surtout aujourd'hui, c'est une tension nerveuse avant la grande messe de Powell de ce soir, et surtout, bien sûr, avant les résultats de Meta et de Microsoft, puis d'Amazon et d'Apple qui, eux, publieront demain soir, after close. Alors, personne ne veut se retrouver à avoir acheté au plus haut de tous les temps, pile avant qu'un des 4 CEO majeurs vienne dire « Oui, on se méfie pour la suite, ça va pas être facile ». Résultat, les Magnificent Seven étaient légèrement sous pression. Ça n'a pas gâché les vacances à Zuckerberg, rassurez-vous. Le marché doute, parfois, mais il continue pour l'instant de croire encore à la magie. Personne n'ose vraiment shorter, franchement, mais tout le monde commence à avoir une petite sueur froide en gardant certains niveaux de valorisation. C'est assez logique, hein. D'ailleurs, même les analystes les plus optimistes, ils commencent à admettre que le marché est un peu trop cher. Le FOMO domine encore, mais la voix de la raison tente une percée, une toute petite percée, assez timide, mais quand même bien présente. Pourtant, les marchés tablent toujours sur une probabilité de 60% de chance de voir baisser les taux en septembre et 65% parient sur 2 baisses des taux d'ici le mois de décembre. Autant dire que tout le monde parie sur une fête beaucoup plus sympa cet automne, mais attention, si les chiffres de l'emploi qui vont sortir vendredi, dans une moindre mesure ceux de ce soir de l'ADP, sont comme le mois dernier, tout ce joli scénario pourrait être rapidement remis en question. Tiens d'ailleurs, parlons juste un peu de l'emploi pendant 2 secondes. Hier après-midi, on a eu les JOLTS. Alors les JOLTS, ça dépend des périodes. Des fois, on s'y intéresse et des fois, on s'y intéresse pas. Et hier, les JOLTS sont tombés et ça sent clairement un soupçon de ralentissement. 100 000 offres d'emploi en moins que les attentes, 275 000 recrutements de moins en juin. Un petit coup de mou qui confirme ce qu'on pressent depuis un moment. Le marché du travail commence quand même à lever le pied et à montrer des signes de faiblesse. Mais bon, on connaît le Bureau of Labor Statistics, le fameux BLS. Il peut faire dire au NFP absolument ce qu'ils veulent. Donc on va attendre sagement jusqu'à vendredi pour savoir s'ils continuent à bricoler les chiffres ou si on a enfin un signal clair comme quoi le marché du travail est en train de se refroidir. Et puis, en Europe, ça grimace un peu moins, puisque hier, lundi, c'était tout dans le vert, histoire de ne pas faire trop de vagues après les histoires du deal américain. Mais soyons francs, tout le monde a les yeux rivés sur Powell et sur les résultats des Magnificent Seven. Alors, les indices européens, ils font un peu potiche dans le fond du décor pour l'instant. On notera quand même que L'Oréal a vu ses ventes reculer de 1,3% au deuxième trimestre, plombé par l'Europe et des effets de change. Mais comme les marges remontent à 21%, tout le monde fait semblant d'y croire encore. Le marché n'a pas bronché sur L'Oréal. Chez Kering, en revanche, par contre, c'est toujours la panne sèche. Gucci continue sa chute libre, moins 26%. Le chiffre d'affaires du groupe perd 16%. Le bénéfice net s'effondre de 46%. Et personne ne semble savoir quoi faire et comment redresser la barre, à part parier sur Luca Di Meo, qui arrive en septembre. Bonne chance à lui. Et puisque c'est la saison des résultats, Boeing a sorti légèrement la tête de l'eau, en perte réduite à 1,24$ par action, mieux que prévu, plus 63% sur les livraisons, plus 35% sur le chiffre d'affaires. Mais attention, les certifications des 737 MAX 7 et 10 sont reportées à 2026 et la FAA traîne les pieds. Et une grève possible aussi qui plane au-dessus du secteur et de la division défense. Résultat, hier soir, Boeing perdait quand même 4,37%, ce qui a aidé encore le Dow à finir au plus bas. Chez Procter & Gamble, ça se complique aussi. On prévoit une croissance annuelle de 1%, entre 1% et 5%. Bon, c'est clairement moins bien qu'avant. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter les prix sur un quart de leur production, de leurs produits, pour compenser les surcoûts à cause des droits de douane. Résultat, restructuration, 7000 postes supprimés, recentrage stratégique, mais toujours un chiffre d'affaires au-dessus des attentes. Traduction, en pleine guerre contre l'inflation, les produits de première nécessité, ils coûtent plus cher. Et les plans sociaux, eux, ils continuent de tomber. Après Microsoft, c'est Procter et Gamble qui taillent dans le gras. Et puis, regardez, c'est pareil chez UPS, parce que là, c'est un vrai thermomètre de la santé économique. Moins de colis égale moins de consommation, c'est presque logique. Et là, surprise, bénéfice trimestriel légèrement au-dessous des attentes, pas de prévision annuelle comme d'habitude. Les volumes sont en chute libre, surtout sur l'axe Chine-USA. La rupture est accélérée avec Amazon, la restructuration musclée avec 20 000 postes supprimés. Et bam,
20 000 chômeurs de plus dans la file. Après les 7 000 de Microsoft, après les 7 000 de Procter & Gamble, voici les 20 000 d'UPS. Et pourtant, dans ce joyeux chaos, Visa arrive la gueule enfarinée avec en mode super-héros quasiment plus 8% de profit. Pourquoi? Parce que les consommateurs américains apparemment continuent de claquer massivement à crédit. Ouais, c'est fou, hein, avec des taux que même le parrain n'aurait pas osé demander, les consommateurs continuent de sortir la carte comme si demain n'existe pas. Et dépenser de l'argent qu'on n'a pas à des conditions que même Tony Montana trouverait totalement abusées, eh bien c'est devenu la règle de l'optimisme américain. En Asie pour l'instant, pareil qu'ailleurs, tout le monde attend, personne n'a vraiment envie de bouger avant la fête de ce soir et la Banque du Japon demain, donc c'est le calme plat. Et quant au pétrole, lui il fait sa star depuis quelques jours, hein, plus 4 $ en 2 séances, parce que Trump qui commence à se lasser des feuilletons commerciaux avec l'Europe et l'Asie, s'est trouvé un nouveau hobby, la paix dans le monde. Donc du coup il a décidé comme ça entre 2 interviews de donner un ultimatum à Poutine. Écoute Vladimir, tu as 10 à 12 jours pour arrêter ta guerre en Ukraine, sinon je taxe indirectement à 100% tous les pays qui achètent ton pétrole. Alors évidemment, si le pétrole russe disparaît du marché, ça risque de chauffer un petit peu. Bon, pas autant qu'un blocage au détroit d'Ormuz, mais quand même assez pour faire grimper le baril à 69 $ ce matin. Du côté des négociations avec la Chine, on patine gentiment dans la semoule en direction du mur. Le moratoire douanier expire donc le 12 août, toujours pas de prolongation signée, mais officiellement, l'espoir reste entier, comme dans tous les bons divorces. Et puis, pour le reste, cette fois, il semblerait que Trump ne rigole plus du côté du reste du monde, puisqu'à partir du 1er août, donc dans 2 jours, les nouvelles taxes seront appliquées aux pays qui n'ont pas signé, y compris nous, les Suisses. Allez, hop, dans le même panier que tout le monde. Et puis pour terminer, on regardera encore Starbucks. Résultat beauf, guidance beauf. Pas de quoi se rouler dans le caviar, ni dans le marc de café d'ailleurs. Mais comme le marché a aperçu quelques améliorations tangibles dans la structure de la boîte, eh bien le titre prenait quand même 5% after close. C'est la magie de Wall Street, hein. On peut vendre de la médiocrité tant qu'on le fait avec assurance. En conclusion, vous avez compris, on attend, tout le monde attend, la fête dans quelques heures, les chiffres de Meta et de Microsoft après 22 h ce soir, Amazon et Apple après 22 h mais demain soir, et puis d'ici là on aura aussi les PIB allemands, français, espagnols et européens, et même le PIB américain. Vous reprendrez bien un petit peu de croissance molle aujourd'hui, on aura le COF en Suisse, et puis les chiffres de l'emploi ADP qui sortiront ce soir, qui étaient déjà pourris le mois dernier, donc ça risque de pas briller non plus beaucoup cette fois, vu les plans de licenciement annoncés depuis le début de cette émission. Bref, aujourd'hui c'est attente, observation, interprétation de virgule dans le discours de Powell, comme si c'était la Torah ou la Bible, et en fond sonore, l'impression que le moindre mot pourrait tout changer, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il ne se passera rien et qu'il ne fera rien. Et puis ce matin, l'UBS vient publier son trimestre, et ils ont frappé fort, 2,4 milliards de dollars de bénéfices nets au T2, bien au-dessus des attentes, avec un joli plus 25% dans la banque d'investissement. Même la gestion de fortune s'y met avec un plus 12% sur les transactions. Les clients sont chauds patates, les capitaux veulent bouger, mais UBS reste quand même prudent sur le timing des deals. Et puis l'intégration de Crédit Suisse avance, un tiers des comptes migrés, 9,1 milliards de dollars de coûts déjà coupés, 70% de l'objectif, et le dividende devrait grimper à 2 chiffres et le plan de retour du capital pour 2025 est en bonne voie. Le seul petit problème finalement, c'est Berne qui veut absolument renforcer la régulation. UBS crie à l'exagération totale, estimant qu'on pourrait lui réclamer jusqu'à 24 milliards de dollars de capital en plus. Bilan, tout va bien chez UBS, sauf peut-être la relation entre elle et le régulateur. Voilà, en conclusion, Powell va parler pour ne rien dire. Les marchés sont suspendus à la moindre nouvelle. Les CEO transpirent avant les earnings à cause des interprétations. Et la Fed joue à je t'aime, moi non plus. Avec l'économie, rien ne bouge, mais tout peut péter. Ou pas. Bienvenue en 2025 où ne rien faire est devenu un acte de guerre monétaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Nous on se voit demain pour boucler la semaine parce que vendredi c'est congé pour cause de saucisses, salade de pommes de terre et feux d'artifice. Allez, bonne journée à tous et à demain. Bye bye.